Nous sommes le 16 novembre 1957 à Plainfield, une petite ville tranquille dans le Wisconsin, aux États-Unis. Des policiers arrivent dans une vieille ferme isolée, vont entrer dans l'annexe et ce qu'ils vont voir dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils vont y voir le corps d'une femme nue, suspendue par les pieds au plafond. Elle n'a plus de tête et son corps est ouvert, les viscères ont été enlevés. Que s'est-il passé dans cette vieille ferme? Et qui est l'auteur de cette boucherie? Voici l'histoire d'Ed Gein, le boucher de Plainfield. Il est 8h30, donc le 16 novembre, quand Bernice Warden, la patronne gérante de la quincaillerie Warden, range dans le magasin. Ed Gein entre. Quelques minutes plus tard, il va tirer sur elle avec un calibre 22. Il va traîner le corps jusqu'à l'arrière de la boutique et va emmener le corps dans la camionnette qui sert à la livraison habituellement à Bernice. Il va conduire jusque dans un bois. Là, il va sortir le corps, le cacher sous des feuillages et ensuite il va retourner à la boutique rechercher sa voiture, va aller rechercher le corps et va rentrer chez lui. Quelques heures plus tard, Bob, le fils de Hill, qui est en fait un voisin, va venir sonner à sa porte pour lui demander de l'aide car sa voiture ne démarre pas. Donc il va lui demander de l'amener en ville. Et Ed, qui est toujours à aider les autres, va évidemment accepter. Irene Hill, donc la maman de Bob, va évidemment l'inviter à dîner comme elle le fait régulièrement. À 17h, Frank Warden, qui est le fils de Bernice, rentre de la chasse. Il va d'abord aller à la boutique, mais va voir que les volets sont fermés et il va trouver ça bizarre. Sa mère n'a pas l'air d'être là. Il va aller en face, voir la pompe à essence, il y a toujours bien quelqu'un là, pour voir s'ils n'ont pas vu sa mère. Là, ils vont dire « Oh non, c'est fermé comme ça depuis le matin, on ne sait pas, on n'a rien vu. » Il va faire le tour de la boutique et va voir que le camion de livraison a disparu. Frank, étant un adjoint du shérif Schley, va appeler celui-ci. En fait, Frank était un adjoint occasionnel. Apparemment, ça se fait pas mal aux États-Unis. Le shérif Schley, qui était à 25 km de là, va appeler du renfort et il va appeler Fritz. Et ils vont tous les deux partir ensemble pour rejoindre Plainfield. Une fois arrivés sur place, ils vont demander de l'aide. Donc, ils vont appeler le marshal Marty, qui se trouve dans une autre ville, pour venir les aider. Et Fritz, lui, va appeler Chase pour venir l'aider également. Schley et Fritz vont demander à Frank s'il soupçonne quelqu'un. Et celui-ci va répondre que oui, il soupçonne Ed Gein parce que il tournait énormément autour de sa mère. Et en plus, il a retrouvé des tickets de caisse ainsi que des bons de commande pour de l'antigel sur le comptoir de la boutique. Alors, plusieurs équipes vont être composées et donc une équipe va partir rechercher après la fameuse camionnette de livraison. Chase et Morty, eux, vont aller chez Gain pour l'interroger, tout simplement. Ils vont arriver là-bas, tout est fermé, il n'y a aucun signe de vie, on ne voit rien à travers les vitres. On ne sait pas s'il y a quelqu'un ou pas, mais voilà. Ils supposent qu'il n'y a personne, ils n'ont pas de lampe, ils n'ont rien pour entrer dans la maison, ils font demi-tour et ils reviennent au commissariat. L'autre équipe va aller jusque chez les Hill qui ont une boutique parce que Ed Gein fait souvent ces courses-là et donc ils vont aller voir s'il n'est pas là-bas. Et comme il n'y a personne, eh bien ils vont aller chez eux. Quand Spieth et Chase arrivent chez les Hills, eh bien ils y trouvent Ed qui n'était pas encore parti. Il venait de finir de manger tranquillou et il était dans sa voiture à parler avec Bob. Ils vont demander à Ed de les suivre. Ce qu'il va faire, il va monter à l'arrière du véhicule de police avec Spee et Chase est devant. Chase va l'interroger sur la route et il va lui demander son emploi du temps de la journée à partir de 6h du matin. Ed Gein va dire « Oh, rien de spécial, hein, une journée comme une autre. »
Et quand il va l'interroger sur le moment où il est allé dans la boutique de Warden, et bien là, il va s'emmêler les pinceaux, etc. Et il va dire, ouais, de toute façon, on complote contre moi et elle est morte. Et là, Chase va lui dire, mais comment vous savez qu'elle est morte en fait? Oh, ben, j'ai entendu dire, voilà, j'ai entendu des gens en parler. Alors, vu que c'est une petite ville, et bien un événement pareil, vous pensez bien que les gens sont sortis et se posent des questions, ils s'amassent autour de chez Warden, etc. Du coup, les policiers vont devoir cacher Ed sous une couverture pour éviter le mouvement de foule. Ça va amuser Ed Gein. Ils vont donc conduire Gein en cellule, le déshabiller et l'interroger. Le shérif Schley et un capitaine dont le nom est imprononçable sont partis pendant ce temps-là à la ferme de Gein, cette fois-ci équipés de lampes de poche. Et donc là, on revient au début de ma vidéo où je vous explique qu'ils découvrent le corps de Bernice Warden. Ils ne vont rien voir d'autre de spécial dans la grange, dans l'annexe, au départ. Donc ils vont vouloir aller fouiller la maison. Celui dont le nom est imprononçable et le shérif adjoint Nilsson vont entrer dans la maison. Et jamais ils n'auraient pu imaginer ce qu'ils vont trouver dans cette maison. Alors, la maison est dégueulasse. Franchement, il y a des immondices partout, c'est une horreur. Ils vont d'abord découvrir un crâne humain. Ils vont sortir pour le montrer au shérif. Ensuite, ils retournent dans la maison. Ils vont entrer dans la chambre et là, l'horreur. Sur la tête de lit, il y a plusieurs crânes posés en fait sur les barres. Et il y en aurait aussi en dessous pour faire tenir le lit. Mais c'est pas tout, parce que dans cette même pièce, eh bien, ils vont voir des masques en peau humaine accrochés au mur comme si c'était de la décoration. Dans la cuisine, Fritz va trouver la tête de Marie Hogan, une femme disparue depuis 3 ans. Elle était emballée dans un sac en papier sous une couverture. Posant la main sur un fauteuil, un agent va s'apercevoir qu'en fait, ce n'est pas du cuir normal et donc il va comprendre que c'est de la peau humaine en fait. L'unité du laboratoire d'analyse criminelle va débarquer et ils vont d'abord prendre des photos de la bâtisse et ensuite ils vont commencer à rassembler tous les objets funèbres retrouvés. Voici la liste des objets qu'ils ont retrouvés. Il y avait une boîte en carton remplie de nez desséchés, un abat-jour en peau humaine, la chaise tapissée de peau humaine, un tambour en peau humaine, une ceinture réalisée avec des tétons de femme, une corde de rideau décorée de lèvres de femme, un couteau dont le manche est en os humain et le fourreau est en peau. Les crânes posés sur la tête de lit. Il y avait 4 masques donc accrochés au mur, tous réalisés avec des visages humains. 5 autres masques ont été retrouvés dans une boîte. Il y avait une boîte à chaussures remplie de vulves. Il y avait un espèce de marcel réalisé en haut, on va dire, en buste humain, donc avec les tétons, le nombril, avec tout ce qu'un torse humain comporte. Des bols en crâne. Il y avait aussi des chaussures, des gants en peau humaine. Il y avait également un pantalon, enfin en espèce de pantalon, mais en fait c'était les jambes, la peau des jambes d'une victime. Ils vont découvrir le cœur de Bernice dans une casserole sur la cuisinière. Et ses viscères étaient emballés dans du papier journal, planqué dans un vieux costume. Sa tête va être retrouvée dans un vieux sac de jute entre 2 matelas dans le fond de la grange, donc de l'annexe où a été trouvé son corps. Seule une pièce sera retrouvée intacte. Vraiment, à part de la poussière, elle était propre. Personne n'y est allé depuis longtemps. Elle était d'ailleurs barricadée. C'était la chambre de la mère d'Ed Gein. Gein va d'abord être interrogé par Chase et là, il va parler un petit peu. Il va dire certaines choses. Mais Schley va vouloir le faire parler par la force et là, Ed va complètement se braquer. Et quand l'agent Willy Mouski va l'interroger, c'est un agent qu'il ne connaît pas, eh bien, il va tout nier en bloc et il va même demander de passer au détecteur de mensonges. Ils vont l'interroger toute la journée, chacun à leur tour, mais sans succès, il ne parlera pas. Ils vont le sortir de sa cellule pour l'emmener chez lui, pour lui montrer le corps et les objets retrouvés, pour faire parler.
Là, il va reconnaître l'avoir enlevé, l'avoir suspendu, l'avoir vidé comme une bête en récoltant le sang dans un seau et le vidant dans le WC. Il va dire qu'il pensait vider un cerf. De retour dans sa cellule, il va avouer le meurtre. Mais dès qu'on va l'enregistrer, eh bien là, il va devenir super évasif, il va pas répondre clairement aux questions. Le seul moment où il va parler, c'est concernant les autres cadavres, parce qu'il va dire tout simplement que ce sont des cadavres qu'il a déterrés des cimetières. Il ne les a pas tués. Il va dire qu'il a commencé à déterrer les cadavres peu de temps après le décès de sa mère, et ce pendant 5 ans, et qu'en tout, eh bien, il y en a plus ou moins 9. Il regardait les annonces funéraires et dès qu'il y avait un cadavre frais, entre guillemets, enterré, eh bien, il allait tenter de le déterrer. Une fois qu'il arrivait au cadavre, eh bien, il commençait par trancher la tête. Ensuite, il secouait la colonne vertébrale pour que ça se détache. De retour chez lui, il évidait le crâne et il découpait le visage pour en faire des masques. Et donc pour ça, il détachait la peau et bourrait de papier journaux pour que ça prenne la forme d'un visage humain. Pour les bols en crâne, eh bien, en fait, il a été inspiré des histoires nordiques. Pour entretenir les vulves, eh bien, là, il mettait du sel pour les conserver, pour que ça se dessèche, voilà, pour ne pas qu'elles pourrissent. Il y en a une qui a pourri un petit peu à un moment donné, et donc il s'est dit: «Ah, mais si je mettais de la couleur dessus?» Donc il va mettre de la couleur argentée dessus en se disant que ça va stopper le processus. Il va nier tout rapport sexuel avec les cadavres. Là, il va être catégorique, non, il n'a jamais rien fait avec les cadavres. En fait, il a déjà essayé, mais il n'y est pas arrivé. Voilà, ça c'est ce qu'il dira à quelqu'un d'autre après. Alors par contre, il sentait quand même une excitation en déterrant les cadavres, mais apparemment n'aurait jamais été jusqu'au bout. Il va également avoir nié manger les cadavres, tout simplement. Il va dire qu'il a déjà essayé, mais qu'il n'a pas aimé, et donc voilà, qu'il ne l'a pas fait. Bon, on a des sérieux doutes là-dessus, surtout que le foie de Madame Worden a disparu. Et rappelons que son cœur était dans une casserole quand même. Il va également dire qu'il entendait souvent la voix de sa mère et qu'il voyait des visages dans les arbustes, dans les feuillages. Et en fait, quand sa mère est décédée, il a voulu la réanimer. Donc il est resté des heures devant sa tombe à faire des incantations, etc. Et il va dire qu'il a vraiment été très très déçu de ne pas avoir pu la ressusciter. Ils vont l'emmener dans la taverne de Marie Hogan, qui est donc l'autre victime. Ils ont dû encore une fois le planquer sous une couverture pour l'amener jusque-là, et ça va encore une fois amuser Ed. Ils vont l'interroger, mais là, il niera tout. Alors là, eh bien, ce que tout le monde se demande, c'est qui est cet homme et comment il a fait pour en arriver là? Edward Theodore Gain, né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin. Sa mère, Augusta, voulait absolument une fille, donc elle va être trop deg quand elle va savoir que c'est encore un petit garçon. Parce que oui, en fait, elle avait déjà un petit garçon qui s'appelle Henry et qui est de 5 ans, l'aîné d'Ed. Son père, George, travaillait en faisant des petits boulots à gauche à droite. Il était alcoolique et violent. Sa mère, elle, était une dévote. En 1909, ils vont acheter une petite boucherie au 914 Caledonian Street à La Crosse. Au début, c'était George qui était propriétaire et qui gérait. Mais vu qu'il ne faisait rien de bon, c'était une catastrophe, eh bien c'est Augusta qui a repris l'affaire et qui est donc devenue propriétaire du lieu. Et c'est ainsi dans ce foyer violent et fanatique que Edward va grandir. Plusieurs événements de son enfance vont le traumatiser à vie. Premièrement, déjà, comme ils avaient une boucherie, normalement, il n'était pas censé rentrer dans une pièce. Mais bon, comme tous les gamins, eh bien, il a un petit peu désobéi et il est entré. Il a vu ses parents en train de vider un cochon. Et tout ce sang et les tripes à l'air, etc., tout ça, en fait, l'a profondément choqué. Et ensuite, il y a aussi l'événement qui s'est passé à La Crosse. Donc, dans sa maison, il était au-dessus de l'escalier. Sa mère l'a poussé et l'a rattrapé juste à temps, comme pour lui donner une leçon. Il n'a jamais su ce qu'il avait fait de mal, donc forcément la leçon n'a pas été apprise et ça l'a juste traumatisé en fait. En 1913, Augusta va décider qu'il y a trop de gens malsains dans cette ville.
beaucoup trop de gens pervertis, donc ça ne lui convient pas et elle va vouloir déménager avec sa famille. Et donc voilà, ils vont partir à 60 kilomètres de la Crosse, ils vont arriver à Camp Douglas. Là, ils vont y rester que 1 an, parce qu'ensuite, Augusta va repérer la fameuse ferme qui est isolée de tout. Elle se dit que là, au moins, ils seront tranquilles, que la ville avait l'air sympa et que les gens avaient l'air bien. Donc, ils se sont installés là-bas. Mais elle va vite se rendre compte que les gens de Plainfield sont pas mieux en fait qu'à la Crosse pour elle. À son goût en tout cas, voilà, ils sont trop pervertis pour elle. Et donc, elle va vouloir isoler sa famille un maximum chez elle. Elle va juste autoriser les garçons à aller à l'école. L'école s'appelait Rochacry. C'était donc la seule école de la ville. Ils étaient une douzaine d'élèves par classe. Édouard va essayer de s'intégrer, mais ça va être galère parce que non seulement les autres le trouvaient très bizarre, mais en plus, eh bien, dès qu'il parlait de ses copains à sa mère disait non, je veux pas que tu restes avec lui parce que ses parents sont pas des personnes bien, donc il y a rien de bien chez lui, voilà. Donc elle le manipulait comme ça pour qu'en fait il n'ait pas de copains. Il va rester dans cette école jusqu'à ses 16 ans et ensuite il aura son diplôme. La vie à la ferme va être très compliquée parce que le sol n'étant pas bon pour récolter, eh bien ils vont vraiment galérer pour avoir de bonnes récoltes. Voilà, ça va être très 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 compliqué. Georges va boire de plus en plus et donc il va être de plus en plus violent avec Augusta et elle se réfugiera de plus en plus dans les prières évidemment. Le 1er avril 1940, Georges va décéder d'une insuffisance cardiaque, sans doute des suites de son alcoolisme. En 1942, Ed va vouloir partir à la guerre, donc il va partir à des centaines de kilomètres de chez lui pour entrer dans l'armée. Il sera refusé tout simplement à cause d'une excroissance qu'il a sur son œil, ce qui fait qu'il a une perte de vision. La famille Gaines va avoir de plus en plus difficile pour vivre parce que les terres étant pourries, ils ont du mal à récolter et du coup, eh bien, Ed et Henry vont devoir aller faire des petits jobs un peu partout dans les environs. Henry va commencer à avoir une vie sociale et va dire clairement à Ed qu'il commence à en avoir marre et qu'il aimerait bien partir de la maison parce que la mère est un peu folle et les prive de liberté. Le 16 mai 1944, Henry va mourir d'un incendie dans un marais en fait qui fait partie de la propriété. Alors est-ce lui qui a mis le feu ou pas pour les terres, pour brûler les terres, pour replanter après? On ne sait pas. Ed va dire qu'il va essayer d'aider Henry, mais qu'à un moment donné, avec les flammes et la fumée, il ne va plus le voir. Voilà, et il va aller chercher de l'aide. Quand il va revenir avec les secours, eh bien, il va montrer là où il a vu Henry la dernière fois. Et là, ils vont trouver le corps donc d'Henry. Plusieurs choses ne collaient pas avec une mort par le feu. Ses vêtements n'étaient pas brûlés et il avait des hématomes sur le visage. Le médecin légiste va quand même déclarer qu'il est décédé d'une asphyxie et que ce n'était pas un homicide. Ed va donc rester seul avec sa mère. Sa mère va tomber malade peu de temps après la mort d'Henry. Elle va faire un AVC. Elle va être à l'hôpital et Ed va prendre soin d'elle. Il va l'aider à se remettre. Alors pour Ed, ça va être la plus belle période de sa vie parce qu'il va pouvoir prendre soin de sa maman qui va avoir besoin de lui. Et ça, c'est énorme pour lui. Sauf qu'en 1945, eh bien, elle va aller mieux. Elle va recouvrir une bonne partie de son autonomie. Et il va de nouveau avoir son rôle d'esclave. Quelques mois plus tard, elle va refaire un AVC et celui-ci lui sera fatal. Elle décède donc le 29 décembre 1945. Ed sera évidemment anéanti. Sa mère, c'était tout pour lui. Donc ça va juste être horrible. Il va se sentir très très seul. Et c'est là donc qu'il va commencer à entendre la voix de sa mère, qu'il va voir des visages dans les feuilles, qu'il va essayer de ressusciter sa mère. En fait, il va partir en vrille complètement. Sa ferme n'étant pas rentable, il va laisser tomber l'entretien de celle-ci et va travailler dans d'autres fermes avoisinantes. Il va commencer à aller dans les tavernes, il va faire du ski, il va faire du tir à l'arc, il va faire de la chasse aux écureuils. Il va aussi jouer des instruments comme le violon, l'accordéon, il va chanter.
Il va lire de plus en plus de livres, notamment des histoires sur les cannibales et sur les chasseurs de têtes, sur des histoires de têtes miniatures et de masques mortuaires. C'est évidemment ce qui l'inspirera pour la suite. Il va également lire beaucoup sur les crimes des nazis, notamment ce qu'a fait Hilskok, Koch, je sais pas comment on dit, la chienne de Buchenwald. Vous savez, c'est celle qui a créé des objets en peau, comme par hasard. Il va également lire des livres sur le 19e et là, il va apprendre qu'à la fin du 19e, il y avait des élèves en médecine qui vont déterrer des corps et qui leur vendent à des médecins. Ça va l'intéresser. Et il va également s'intéresser fortement à l'histoire de Christine Jorgensen, une femme trans qui était un ancien GI. Et ça va vraiment le marquer profondément. En fait, il rêve tellement d'être une femme depuis qu'il est petit, d'être une fille à ce moment-là, pour plaire à sa mère, que le fait qu'on puisse changer de sexe, pour lui, c'était waouh, c'était vraiment incroyable. Et c'est donc à cette période qu'il va s'amuser à déterrer les corps et à en faire des objets. Alors, seules quelques personnes entreront chez lui et verront les masques parce qu'il leur dira que, en fait, ce sont des têtes réduites qui viennent d'un cousin d'un pays lointain, voilà, qui lui aurait envoyé. Et donc, les gens y croient. Le 18 novembre 1957, il va avouer le meurtre de Mary Hogan. Il était un habitué de la taverne, mais en ce jour de 9 décembre 1954, eh bien cette fois, il n'entre pas pour déguster sa bière, mais bien pour tuer Marie. Le mardi et le mercredi, il va passer au détecteur de mensonges comme il l'avait demandé. Il ne va rien avouer. Il dira juste que pour Bernie, c'était un accident. La date de comparution devant un juge sera fixée au vendredi. Ed va plaider la folie et le juge va demander qu'il se fasse expertiser par des psychiatres pour voir s'il est capable d'être jugé ou non. Gain sera donc envoyé dans un hôpital psy pendant 30 jours. Il sera diagnostiqué schizophrène avec manifestation névrotique. Les médecins recommanderont qu'il se fasse interner en hôpital psy. Et ils diront qu'il n'est absolument pas capable d'être jugé. Le juge va donc l'envoyer à l'hôpital central de l'État à Waupun. Le verdict va susciter la colère des citoyens, et encore plus quand ils vont savoir que la maison va être mise en vente, et que peut-être bientôt elle va devenir un site touristique. La somme de la vente servirait quand même à dédommager les familles des victimes, dont Frank Warden par exemple. Cette vente était prévue pour le 30 mars 1958, mais la maison brûla dans la nuit du 27 au 28 mars. La vente aura lieu quand même, ne serait-ce que pour le terrain, et donc cette vente va rapporter 1 000 $ pour les objets restants et un peu plus de 3 000 $ pour le terrain. 2 000 personnes assistèrent à cette vente. Janvier 1968, nous sommes 10 ans après la première audience. Le juge Colmar va recevoir une lettre de l'hôpital psy où est interné Ed Gein disant que maintenant il va mieux et qu'il est capable d'être jugé. Le procès débutera le 6 novembre 1968. Il se déroulera sans jury parce que l'avocat de Ed Gein l'a demandé, comme l'affaire est ultra médiatisée. C'est pour faciliter les choses, pour ne pas que les jurés prennent parti déjà contre Ed. Va être accepté. La partie civile a décidé de ne plaider que pour le meurtre de Bernice Warden. Je ne sais pas pourquoi. Gain va réexpliquer que c'était un accident, que c'est en manipulant l'arme que Bernice voulait lui vendre que le coup est parti. Personne n'y croit, mais bon. Voilà, il réexplique ça. Le juge va reconnaître Gain comme coupable dans la première partie du procès, mais à la deuxième partie du procès, il va estimer qu'il est fou et que donc sa place est en hôpital psychiatrique. En février 1974, Gain va introduire une demande de libération. Il y aura une audience le 27 juin où Gain apparaîtra très vieilli, un peu affaibli, mais voilà, le juge lui refusera cette liberté. En 1978, l'hôpital où il était interné va fermer ses portes pour devenir une maison de redressement. Il va donc être transféré au Mendota Mental Health
Institute. Il y restera jusqu'à sa mort le 26 juillet 1984. Il décéda d'un arrêt respiratoire à l'âge de 74 ans. Il repose depuis au cimetière de Plainfield, à côté de sa mère, de son père et de son frère. Sa tombe ayant été vandalisée, eh bien, maintenant la pierre ne comporte plus son nom, il est là en mode anonyme. Actuellement, son nom hante encore la culture populaire. Leatherface, Norman Bates de Psychose, Silence des agneaux, et encore pas mal de films qui sont inspirés de Ed Gein. Tous sont nés de l'horreur qu'il a laissée derrière lui. Ce que l'on a trouvé dans cette ferme de Plainfield ne relève plus du crime, mais d'un cauchemar réel, une frontière brouillée entre la folie et la monstruosité humaine. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. D'autres affaires glaçantes arrivent tout bientôt. Et vous, pensez-vous que quelqu'un comme Ed Gein puisse naître monstre ou bien le devient-il? Laissez-moi votre avis en commentaire.